L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va remonter 2000 ans d'histoire de Gracianopolis, jouer de la guitare dans un groupe même si vous êtes seul et feuilleter un comics à l'humour dauphinois. Et pour parler de ces sujets, je reçois Fred Mansour, auteur et éditeur de comics. Bonjour. Bonjour. En face de vous, Alberto Amor, concepteur du dispositif Guitar Band Player. Bonjour. Bonjour. Vous remplacez un groupe à lui tout seul, on verra ça tout à l'heure. Et puis avec nous également Laetitia Vanditelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, vous travaillez au musée archéologique de Grenoble. C'est un musée qui est situé dans le quartier Saint-Laurent, sur les contreforts de la Bastille. On passe forcément devant quand on monte à pied pour admirer le panorama depuis le site de la Bastille. Il est installé dans une église et au-dessus d'un cimetière. C'est pas très catholique ça quand même. Le cimetière est lié à l'église. Oui, c'est vrai que ça va souvent ensemble. Mais c'est vrai qu'un cimetière comme ça, à ciel ouvert, où on voit les sépultures, c'est très rare. En fait, on est le seul exemple en France et peut-être même en Europe. Alors, l'église date du XIIe siècle, celle qu'on est en train de voir là, effectivement dans le début de la montée. Tout à fait. De la montée Saint-Laurent, avec à l'intérieur quelques beaux vestiges aussi de l'art religieux qu'on peut découvrir. Oui, alors c'est vrai que l'église en elle-même, celle qu'on voit, date du XIIe siècle. Elle a été redécorée au XVIIIe, au XIXe siècle, mais les vestiges sont beaucoup plus anciens puisqu'ils datent du IVe siècle après Jésus-Christ. Alors c'est un musée où on balaye à peu près 2000 ans de l'histoire de Grenoble. Alors je disais Gracianopolis oui. Dans le sommaire, ça a été Cularo aussi à un moment. Au départ, c'était Cularo. Et puis, au IVe siècle, oui, ça devient Gracianopolis, parce qu'il y a eu un jeu politique où la ville prend le statut de chef-lieu de cité, donc c'est un statut particulier. Et c'est Gratien, l'empereur Gratien, qui nous donne ce statut. Donc on lui donne le nom de Gracianopolis pour le remercier. Et beaucoup plus tard, ça deviendra Grenoble. On ne sait pas comment sera le futur nom, peut-être qu'il y aura un quatrième nom dans les siècles à venir. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Il y a pas mal d'objets qui retracent justement ces siècles d'histoire grenobloise qui sont exposés à l'intérieur du musée. Voilà, alors nous, en fait, on présente une tranche de la vie grenobloise ou de la mort à Grenoble, puisqu'on est donc sur ces cimetières et les objets qui sont présentés, ce sont ceux issus des fouilles et qui accompagnaient le mort dans son dernier voyage. Oui, alors il y a effectivement une connotation autour de la mort qui peut rebuter les visiteurs, mais vous mettez ça en scène, on le voit là avec ces images, à travers des vidéos, à travers tous les outils qu'on peut avoir dans un musée. Oui, on a beaucoup mis l'accent sur le numérique pour avoir des reconstitutions, des présentations assez modernes, mais c'est assez vivant comme lieu. C'est le paradoxe. C'est un musée qui tourne autour de la mort ouais. Et qui est très vivant. Il y a notamment dans les sites remarquables à voir dans ce musée, une crypte qui date, je crois, du VIe siècle. C'est ça. Alors, il y a toujours une part de mystère autour des cryptes. Bon celle-ci, elle n'est pas si mystérieuse que ça. Elle date effectivement du VIe siècle, période à laquelle en fait, on va construire la première église sur le site, sur le cimetière. Et elle abritait les reliques d'un saint du Jura, le saint Oyan. Non, je dis mystère parce que c'est vrai que dans pas mal de romans, les cryptes, c'est souvent des lieux où il se passe des choses ouais. Pas catholiques, c'est le cas de le redire. Voilà, mais non. Celle-là, elle se visite entièrement ? Entièrement, en fait, tout le parcours de visite est libre. Je rappelle que le musée est gratuit, donc ça peut faciliter la venue. Et oui, elle est facilement accessible et on est ouvert tous les jours, sauf le mardi. Alors, pour venir chez vous, il ne faut quand même pas avoir peur de croiser des squelettes. Je crois qu'il y en a 1500. En tout cas, il y a eu 1500 Alors, il y a eu 1503 tombes. Voilà. Ouais. 1503 tombes ouvertes. Ça représente à peu près 1700 à 1800 individus distinctes. Parce qu'après, on a beaucoup de mélanges. Certains ont plus de 1600 ans. Ces squelettes datent du tout début on va dire des siècles après Jésus-Christ. Voilà, en fait, les plus anciens datent du IVe siècle, donc c'est la fin de l'Empire romain, le début de la période chrétienne.
On sait d'où ils viennent, tous ces squelettes? De Grenoble. Ce sont des Grenoblois. Non, mais ce sont des Grenoblois purs. Et en fait, notre cimetière est le seul cimetière de Grenoble jusqu'au XIe siècle. Ah oui, donc tous les Grenoblois qui décédaient à l'époque étaient enterrés là. Bon, 1500, c'est pas beaucoup. Il y en a dû en avoir pas mal. Oui, alors on a fouillé un échantillon du cimetière, puisqu'il y a beaucoup de choses. Le quartier s'est agrandi. Il y a eu beaucoup d'aménagements. Donc finalement, on a fouillé qu'un échantillon. Alors, parmi tous ces squelettes non identifiés, il y en a un sur lequel vous avez de grosses présomptions. L'enquête a duré plusieurs mois. Voire plusieurs années. Et vous êtes arrivé à une conclusion il y a quelques semaines. Voilà, en fait, sur la fin du parcours, il y a un squelette qui intrigue beaucoup les visiteurs puisqu'il est très grand. Et donc, on a voulu en savoir un peu plus sur lui. Donc, on a, en 2015, lancé une étude anthropologique sur cet individu qui nous a révélé pas mal d'informations. Il s'agissait d'un homme qui est mort entre 60 et 70 ans, qui était très grand, qui mesurait... La taille retenue, c'est 1,91 m, avec les différentes mesures, qui avait un bon état sanitaire, malgré quelques traces d'arthrose, une vie calme. Voilà, donc on en savait un peu plus, mais ça ne nous suffisait pas, donc on a continué l'enquête. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était le seul individu à être enterré à l'intérieur de l'église, dans la nef. Et c'était probablement un personnage important. Voilà. Et d'un autre côté, on a retrouvé lors des fouilles en 1900, fin des années 70, on a retrouvé dans le cloître une pierre d'un épitaphe, donc d'une pierre tombale, dans le puits, qui a été construit au XIIIe siècle, et qui parlait d'un certain Guy, prieur du monastère. Donc au fil de notre enquête, en fait, le lien s'est fait entre ce Guy et ce géant, puisque les éléments concordaient, la période à laquelle il est mort, son âge, etc. Voilà, on avait un faisceau d'indices qui nous montrait que le squelette était vraisemblablement celui de ce prieur Guy. Vous n'êtes pas sûr à 100%, mais personne ne pourra vous contredire. Vous avez d'ailleurs, autour de cette découverte, reconstitué un petit peu la vie de ces religieux à cette époque, autour du XIe siècle. Oui, on a voulu mettre en évidence en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là. Au XIe siècle, donc en 1012, l'église de Saint-Laurent est donnée aux moines de Saint-Chaffre dans le Puy-en-Velay. Et ils viennent installer une communauté ici à Saint-Laurent. Donc en fait, c'est ça qu'on a voulu illustrer, c'est le Grenoble au XIe siècle, le Saint-Laurent au XIe siècle, et comment les premiers moines ont fait évoluer le lieu. Vous avez d'autres squelettes encore non identifiés, mais sur lesquels vous êtes en train de travailler Alors, ce sont 1800 inconnus. Hein. Ça en fait pas mal. Ça en fait pas mal. On a les squelettes, on a des pierres tombales, mais les liens ne se font pas forcément. Mais on est en train d'en étudier d'autres. Mais alors là, on va plus être sur de la fiction pour représenter certaines périodes de l'évolution de Grenoble. Voilà. C'est un travail de fourmi, le travail d'archéologue, mais un travail intéressant. Vous essayez d'ailleurs de sensibiliser les plus jeunes, les enfants, au cours d'ateliers régulièrement, notamment pendant les périodes de vacances scolaires. Vous ne les faites pas travailler sur des os humains quand même? Si. Si. Si, on a notamment un atelier qui s'appelle « On est tombé sur un os », qui est l'analyse d'un squelette. Donc ils doivent reconstituer un squelette, un vrai squelette, remettre les os dans leur position anatomique et déterminer l'âge, la taille, le sexe et l'état sanitaire de l'individu et la période à laquelle il est mort. Donc voilà, c'est une enquête qui les passionne. Bon, puis ça peut leur servir à l'école, parce que l'anatomie fait partie des enseignements qu'on a au cours d'une scolarité. Le musée sera ouvert ce week-end de façon un peu exceptionnelle, puisque vendredi soir, vous faites une nocturne. Oui, on sera ouvert jusqu'à 21h. Donc en hiver, en fait, il y a une fois par mois, on laisse le musée ouvert un peu plus tard pour bénéficier d'une ambiance toute particulière. On est plongé dans la pénombre. La crypte de nuit, effectivement, ça peut valoir le coup. Où ça peut vraiment donner une ambiance complètement différente. Donc ce sera ce vendredi 8 février jusqu'à 21h. Il fait nuit tôt, donc on est plongé dans cette ambiance très vite. Et puis le lendemain, samedi après-midi, alors, il y a une visite mystère. Je ne vais pas vous demander ce qu'il y a derrière ce mot mystère, mais ça consiste en quoi? Alors en fait, on a voulu présenter des choses que les visiteurs ne connaissent pas forcément, des détails que les guides
de l'Office du tourisme ne révèlent pas forcément, qui ne sont pas dits dans l'audioguide. Donc on veut s'attarder sur certains détails et en fait régulièrement il va y avoir des visites dont le thème sera révélé au moment du départ. Et bien là, ce sera 14h30 ce samedi. J'imagine qu'il faut réserver sur Oui. le site internet du musée. Et puis, je vous rappelle que l'entrée est gratuite tout au long de l'année et pour tous. Ça fait partie de tous ces musées départementaux qui sont ouverts largement au public. Voilà, on fait partie du réseau des 10 musées du département. Et tous ces musées sont gratuits. Les squelettes, est-ce que ça peut inspirer un auteur de comics, Fred? Ah, toujours. Hein? J'en ai pas encore fait dans ce tome-là, mais d'ici le tome 5, je crois que... Ça peut venir. Ouais. Bon, vous êtes un auteur, créateur et éditeur de comics. Vous avez créé un label indépendant à Grenoble qui s'appelle Uppercut Édition pour publier vos créations. La première est sortie il y a déjà quelques années, en 2015. La deuxième est dans les tuyaux. Ça ressemble à une BD, mais on appelle ça un comics. C'est quoi la différence entre ces deux styles? Alors, en fait, ça va être une question de format. C'est-à-dire que comme voilà, c'est un peu plus petit, c'est censé être plus dynamique également que la BD française ou belge, franco-belge. C'est un petit peu ce qu'est finalement le manga au japonais. Là, le comics, c'est accès américain et anglais. Il y a une notion aussi de super-héros dans les comics qu'on n'a pas forcément dans la BD traditionnelle. Oui. Le plus souvent, les comics mettent en scène des super-héros comme Batman, Spider-Man, ce qu'on connaît le plus. C'est pas que ça, les comics. Il y a aussi notamment la série Walking Dead qui vient d'un comics. Donc là, c'est pas super-héros, c'est simplement zombie. Donc, comics, c'est vraiment la BD américaine qui va respecter ce format-là. Overkiller, en l'occurrence, c'est pas vraiment des super-héros, même s'il y a des personnages qui ont un petit peu des super-pouvoirs. Mais c'est juste le format et l'univers à la Batman qu'on voulait faire sortir ici, quoi. Alors, votre héros ou super-héros s'appelle Lancelot Dupuis, alias Overkiller. Je crois que c'est un tueur professionnel, mais pas si doué que ça. C'est ça, un tueur peu professionnel. On va dire. Et je vous propose de le découvrir en vidéo. À Atroce City, ville du crime et de la décadence, un homme se dresse contre les gangs. Il se bat pour l'amour, la gloire, la vengeance et l'argent. Ouais, surtout pour l'argent, en fait. Cet homme, c'est Overkiller. Vous avez dit 2 millions de dollars? Overkiller, tu déboîtes tout le monde et t'as jamais peur. Overkiller, les bombes que tu poses ne pètent jamais à l'heure. Overkiller, la testostérone pour seul opérateur. Overkiller, de jolis nichons font chavirer ton cœur. Un terrible assassin qui manque de rigueur. Avec toi les mafieux vont comprendre leur douleur. Overkiller. Lisez la BD, c'est gratuit, y a pas de pub, ça pète, c'est cool, c'est fun, ça claque, y a un violeur d'ours. Ouais. Bon. Ça s'adresse plutôt à un public d'adultes. Oui. Quand même, on parce va que dire ado-adulte, mais voilà, ouais. Le violeur d'ours, ça peut impressionner les enfants. Oui, non, c'est pas une BD enfant, clairement. Hein. C'est vraiment public ado-adulte pour ceux qui ont grandi notamment devant Nicky Larson, on en parlait avant. Donc il y a plusieurs références. Là, par exemple, on a le violeur d'ours en fond. Je trouve que la bande-annonce a fait un bon travail pour résumer un petit peu. Donc on a notre assassin qui en fait trop, c'est pour ça qu'il s'appelle Overkiller, qui va être placé face à des mafias complètement caricaturales. Donc il va juste devoir faire ses contrats comme il peut, en général plutôt mal. Et en fait, ce qui va être marrant, c'est de l'action-humour. Et ce qui va être marrant, c'est vraiment les mafias adverses qui sont des gros stéréotypes total. Dans le tome 1, vous avez la mafia française contre la mafia russe. Donc mafia française, c'est en gros des mimes avec des bérets, la baguette de pain. Le mime, il va se battre en utilisant des armes imaginaires contre la mafia russe, qui vont tous être des gros communistes bien stéréotypés. Voilà, donc on a voulu reprendre cet univers un petit peu... des stéréotypes comme le voient les Américains. En fait, les Américains, on a souvent l'impression qu'ils ont une vision du monde très particulière, très caricaturale.
Et c'est de ça qu'on se moque, en fait, dans cette BD. Avec de l'humour bien français, hein, même Voilà, si vous faites voilà. appel au manga japonais, à la tradition américaine des comics, mais c'est de l'humour de chez nous. C'est ça, on a beaucoup d'influences, mais l'humour reste français, c'est proche de ce qu'on peut trouver chez Fluide Glacial. Moi, j'ai grandi en lisant Gottlieb, c'est... de l'humour, je me suis pris le reproche par mon dessinateur, parfois un peu trop verbeux, notamment dans le tome 1, où on a beaucoup d'espace de bulles. Dans le tome 2, on a mis plus d'accent sur le dynamisme, mais ça rend pas... Du coup, la BD du tome 2 sera beaucoup plus longue. Faut placer quand même les blagues. Moi, j'aime placer les blagues. Ah mais il faut. C'est aussi la particularité des comics, c'est que souvent le nombre de pages est beaucoup plus important Oui. que sur des BD traditionnelles qui sont assez formatées. Oui, tout à fait. BD traditionnelle, on va compter 45 pages en moyenne. Comics, là, le tome 1, c'est 69 pages. C'est un petit comics. Le tome 2 sera 121 pages. Donc c'est un peu... ça devient... Le voilà. tome 3, on n'en parle pas, là ce sera... Oh, on verra. Alors, Voilà. des centaines, J'espère voire... qu'on va pas aller trop loin parce que j'aime bien les sortir quand même, les bouquins. à un moment. Ça fait plusieurs années hein, que vous travaillez, je crois à peu près 5 ans sur ce projet. Celui-là est sorti en 2015, donc Voilà. ça date. Vous allez si lentement parce que vous Allez. prenez le temps ou- Oui, il y a plusieurs raisons en fait. Hein. C'est d'abord parce qu'on a eu des problèmes de financement. Il faut savoir que on est indépendant, donc on a tous les deux des boulots à côté. Enfin, mon dessinateur en tout cas. Moi, je viens de quitter le mien pour me consacrer à la vente justement des BD. Après, ce qui prend le temps, c'est vraiment le dessin. Moi, personnellement, pour écrire les scénarios, je le fais en quelques mois. Pour être dessiné, ça prend plutôt plus long, quelques années. Donc, moi, personnellement, ça me laisse plus de temps à côté pour faire d'autres choses. Par exemple, sur le site d'overkiller.fr, j'ai écrit un roman interactif, donc une histoire dont vous êtes le héros, qui est complètement barré, donc où là, le lecteur peut faire ses propres choix. Ouais, il peut choisir le Voilà. scénario qu'il a envie de voir. C'est ça. Il choisit tout. Il y a plus de 60 morts possibles. Il y a 5 fins différentes. Et on a chaque lecteur a son tableau de score à la fin, lui disant les actions fortes qu'il a fait. Ça peut aller de il s'est bien essuyé après avoir fait caca, ou il a réussi à tuer le grand méchant, ou il s'est jamais fait mal durant l'aventure. Enfin, C'est un peu le principe des livres dont vous C'est êtes exactement héros, ce principe-là, qui avait ouais. la cote il y a une vingtaine C'est d'années ça. dans nos générations c'est ça, on est toujours un peu dans la d'adolescents. nostalgie. Mais, c'est ça, ouais. Si ça prend aussi autant de temps, c'est que votre dessinateur et vous vivez quand même à quelques milliers de kilomètres. Hein. Vous êtes à Grenoble et lui, il est tranquille au soleil de la Réunion, c'est ça? C'est sûr que ça facilite pas les choses. Oui. On est devenu assez pro du télétravail en fait. Donc on s'est rencontrés. Lui, il habitait à Lyon, ce qui était quand même plus facile pour faire le tome 1. Mais il était d'origine réunionnaise. Il a voulu rentrer à la Réunion et depuis, en fait, on s'en sort pas si mal, grâce à Internet. Et, on arrive quand même à... Il n'y a que le décalage horaire qui est un peu ennuyeux, mais à part ça, on s'en sort très bien. Il faut qu'il y en ait un des deux qui accepte de travailler de nuit. On va regarder d'ailleurs comment ça se passe, votre collaboration. Et comme ça va? Non, plus de poils. Plus de balles, ok. Plus de poils, plus de poils, plus de poils, plus de Ouais, poils, plus de poils, ouais. plus de poils, plus de poils. Voilà. Ça rend bien. c'est- Ça rend c'est- mieux avec les poils. C'est efficace. On pourra bientôt découvrir votre travail dans le tome 2, qui est, je crois, finalisé. Il est dans les tuyaux, après à sortir. Il est vraiment prêt à sortir. En fait, on a lancé une campagne de financement participatif pour financer l'impression. C'est-à-dire que le reste, la création des pages, tout ça, c'est terminé. Il nous reste juste à l'imprimer. Donc, pour nous aider à l'imprimer, on l'a fait en prévente, hein, concrètement, sur la plateforme Ulule. Donc là, ça se passe plutôt bien. On a dépassé les 150% hier, je crois. Donc en gros, on est sûr que le projet va sortir, c'est acté. On continue la campagne parce qu'on a besoin aussi de montrer que c'est un projet qui marche si on veut pouvoir le distribuer facilement. Et aussi parce que tout l'argent récupéré va nous aider à continuer pour les prochains tomes, tout simplement. Et ça coûte combien une BD comme ça Alors celle-là, vu qu'il y a moins de pages, c'était 16 000 €. La prochaine, ce sera plus 40 000. Voilà. 16 000 €, c'est votre coût de production. j'imagine. Oui, c'est le coût Moi, de je parlais du production. prix public. Le prix public. 16 000 €. Le prix Bon, public, je c'est veux un bien que ce peu soit moins sympa cher. comme BD, C'est un mais- peu moins cher que ça. Non, la BD, le tome 1 est à 16. Le tome 2, il est à 20.
D'accord, Voilà. c'est simple. On divise par 1000 le prix de Ouais, production. c'est ça. On peut le vendre, on en vend 1000 pour rentrer dans nos frais. Mais en gros, sur le LUL, avec la livraison, c'est 25 € pour le tome 2. Bon, on peut notamment commander sur le site overkiller.fr. Voilà. La première BD est en accès libre. Aujourd'hui, on peut la consulter sur le site. Oui, la première BD, on peut la lire sur le site, donc ça permet de se faire une bonne idée si ça nous plaît ou pas. Et du coup, si ça nous plaît, on peut aller acheter de la deuxième BD sur Ulule en ce moment. Eh ben, on vous encourage à aller acheter pour aider l'édition grenobloise de comics. Voilà, c'est une petite niche qui se développe ici dans notre ville. Vous êtes musicien, vous, un petit peu, à vos heures perdues? J'ai des collaborateurs musiciens, non, mais oui, mais ils sont pas là aujourd'hui. Ils vont rater quelque chose, puisqu'on va finir avec Alberto, qui dirige la société Amens, qui développe depuis Voiron une innovation qui s'adresse à tous les guitaristes, amateurs ou un peu plus experts. Hein. Voilà, tout à fait. C'est un ensemble qui a été créé pour le guitariste, qui est un pédalier associé à un logiciel et qui permet donc d'apprendre ou de se perfectionner de façon plus ludique. Qui permet également de se faire plaisir. On n'est plus seul à la maison à jouer. Et ça, c'est très important parce que grand nombre de guitaristes ne connaissent que des débuts de morceaux, des parties de morceaux, parce qu'ils ne sont pas encouragés à jouer le morceau en entier. Là, on voit une petite démonstration. Effectivement, votre guitariste est intégré au célèbre groupe AC/DC. C'est ça, tout à fait. On peut choisir de prendre place du guitariste rythmique ou du guitariste soliste. Ah, on peut choisir sa place dans le groupe. Voilà, tout à fait, en commutant sur le pédalier avec le pied sans jamais lâcher son instrument. Le très gros avantage aussi de ce système, c'est que le son est paramétré. Ayant vendu en magasin de musique des amplis, du matériel pour les musiciens, on venait acheter le même matériel que Jimmy Page ou un autre guitariste, on tournait des boutons dans tous les sens et ça ne faisait jamais le bon résultat. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment du plug and play. Je vais brancher ma guitare et je n'ai plus qu'à jouer. Tout est calibré d'avance, le son est déjà paramétré, je peux ralentir le morceau, il y a une synchronisation entre la vidéo, l'audio et la partition. Même si je ralentis, l'image sera d'excellente qualité, je peux faire des zooms. Voilà, c'est très agréable à prendre en main et très facile à prendre. Il faut quand même maîtriser un petit peu la guitare à la base pour pouvoir utiliser votre dispositif. Oui et non. Quand on démarre. On peut démarrer avec des recueils ou pour les gens qui démarrent seuls. On peut très bien imaginer démarrer avec ce dispositif. Par contre, c'est un parfait outil pédagogique si les profs veulent bien s'en servir pour dispenser leurs cours dessus. C'est certain, parce que la personne donne son cours, le prof donne son cours, l'élève revient à la maison et puis il continue avec soit son prof, parce qu'il peut s'enregistrer avec notre système, on peut s'enregistrer. Et puis voilà, donc si... Vous allez jouer le professeur. Bah oui, j'ai pas de professeur de musique. Vous êtes venu montrer un petit peu avec l'instrument. Donc vous allez nous faire une petite démonstration du fonctionnement de votre dispositif. Je vous laisse prendre la guitare, Alberto. Allez, j'y vais. Face au public, c'est mieux. Alors face au public qui est là-bas. Alors je n'ai faut plus l'imaginer. Alors j'ai le pédalier ici et donc je vais donc lancer la séquence, un petit décompte. Voilà, je peux remplacer le guitariste en enlevant le guitariste d'origine et c'est moi qui vais prendre sa place. Et je peux remettre en temps réel pour contrôler si je suis bien dans les temps ou pas. Et c'est le son d'Eric Clapton que vous avez calibré. Voilà, le son d'Eric Clapton qui est déjà calibré. On a exactement le même son que ce que l'on peut entendre ici. On peut chanter avec votre... Tout à fait. Je peux enlever le chanteur, je peux enlever le groupe, ne laisser que le guitariste. Voilà, et tout ça en temps réel. Revenir en arrière, je relâche, ça repart. Lorsque je travaille une partie sur le difficile de la partition. D'accord, vous choisissez les pistes que vous gardez et vous pouvez avoir la version unplugged d'Eric Clapton. Tout à fait. Ça, c'est un système qui est en train d'être développé. Vous en êtes tout aujourd'hui de
de son fonctionnement. Excusez-moi. Oui, il est complètement développé, il est à la vente, donc distribué dans des magasins. Bon, pour citer Grenoble, on peut le trouver place Victor Hugo, un magasin de musique qui est place Victor Hugo, Art Music Store. Et donc avoir une démo sur place. Voilà, il est aussi dans d'autres magasins en France. On aimerait bien passer à l'international. Je pense que c'est la prochaine Est-ce qu'il étape. vous fait un peu de financement pour le, Voilà, tout à le fait. développer Tout à fait. en On dehors de nos recherche des frontières? financiers pour pouvoir développer, se développer en international. Pour le grand public, ça coûte combien Alors, le pédalier, alors, on peut acheter que le logiciel. Ouais. On n'aura pas le contrôle au pied en temps réel. Par contre, on aura tout le reste. Et le logiciel fait 129 €. L'ensemble pédalier plus logiciel fait 480 €. Bon, pour jouer comme Eric Clapton et avec les membres d'ACDC, par exemple, ça vaut le coup. Je crois que vous avez une centaine de titres aujourd'hui qui sont... Un peu plus de 100 titres qui sont disponibles. déjà disponibles, avec la vidéo, avec des zooms possibles, avec des musiciens professionnels enregistrés. Voilà. Très rock, votre... Pour l'instant, plutôt rock. On espère faire bientôt le Realbook donc pour les versions jazz. Bien qu'un professeur actuellement s'en sert pour enseigner le classique, il s'enregistre et enseigne le classique grâce à ça. Ça permet aux élèves de jouer un peu plus en rythme et en version jouer en ensemble. Alors la société s'appelle Amens, il y a le site internet où on peut se renseigner sur l'évolution de ce dispositif Guitar Band Player, c'est ça le nom Guitar commercial? Band Player, voilà le nom du produit, de l'ensemble pédalier plus logiciel. Bon bah voilà, si vous voulez vous amener un groupe à la maison tranquillement le soir pour répéter, on peut faire appel à la technologie voironnaise. Merci tous les trois, on se retrouve nous dès demain pour d'autres aventures. Merci. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.